Bonjour, aujourd'hui je suis avec Julien et avec Médoc et nous allons parler de Might and Magic Heroes 6. Bienvenue dans Extra Life. Alors on va commencer déjà par poser un petit peu cette discussion qui en fait aurait pu faire l'objet d'un reportage dans 101%, mais on s'est dit qu'il était nettement plus intéressant de mener une discussion à bâton rompu un petit peu pour aborder justement, puisque là Julien tu n'es pas ici dans Extra Life pour parler en fait de ton travail sur No Life en tant que rédacteur No Life, mais tu es là pour représenter en fait un petit peu Ubisoft puisque tu as participé au développement de Might and Magic Heroes 6. Alors est-ce que tu peux très brièvement déjà nous définir en fait ton travail sur le jeu? Alors sur Heroes 6 en fait je suis lead level designer. C'est-à-dire que j'ai fait tout ce qui était les briefings préliminaires de tous les niveaux du jeu. Ouais. En fait, mon poste au sein de l'équipe de production de Heroes, puisque le jeu est développé en Hongrie par Blackhole Entertainment, moi je travaille à Montreuil à Ubisoft, et en fait ça découle de ce qui s'est passé sur Heroes 5, où sur Heroes 5 il y avait les scénaristes d'Ubisoft qui travaillaient, qui écrivaient l'histoire du jeu d'un côté, ouais, et Nival, qui était le développeur de l'époque, qui faisait des niveaux de son côté en fait. Et en fait, il y a beaucoup de temps et de cohérence qui ont été perdus en essayant de faire coïncider l'histoire et le level design. Donc sur Heroes 6, Ubi a choisi de ne pas travailler de cette manière-là. Ouais. Et donc moi, je suis arrivé sur le projet pour beaucoup discuter en fait avec les scénaristes pour voir quelle histoire ils voulaient raconter et faire un premier jet du level design qu'ensuite j'envoyais aux développeurs et eux faisaient les niveaux proprement dit. Donc j'imagine, on viendra ensuite un petit peu sur ton parcours, comment est-ce que tu es arrivé chez Ubi pour travailler sur ce projet. Donc j'imagine que déjà une des premières raisons pour lesquelles tu as travaillé sur ce jeu, c'est que tu étais fan de la série à la base. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cette série, ton affectif pour celle-ci, et pareil pour toi Médoc? C'est genre en gros, quand est-ce que tu as découvert Might and Magic et genre pourquoi ça t'a plu, etc. Nous parler un petit peu. En fait, Might and Magic, moi j'ai découvert ça avec la série de RPG par Might and Magic 2 qui était sorti sur Mega Drive à l'époque et qui était, je l'ai jamais fini. En fait, je suis pas allé très loin dans ce jeu puisqu'il était horriblement difficile. C'était un RPG sans concession. Où tu sors de la taverne au début du jeu, tu fais 3 pas dans la ville et t'as 47 mendiants et 52 rats du chaos qui t'attaquent. Donc voilà, mais ça m'avait quand même marqué. Le nom avait laissé une forte impression sur moi. Et plus tard, j'ai découvert la série des Heroes. Ouais. Donc à l'époque, c'était Heroes of Might and Magic. Maintenant, c'est Might and Magic Heroes. Et donc le nom Might and Magic, je le connaissais. Du coup, ça m'intriguait, j'ai acheté Heroes 1 et très vite j'ai acheté Heroes 2 et puis ensuite Heroes 3 et ainsi de suite. Et je me suis remis au RPG, je les ai refaits à peu près tous, sauf les 2 premiers parce que les 2 premiers sont vraiment, je pense, injouables aujourd'hui, quoi. Okay. Alors justement, donc bon, t'es clairement un die-hard fan des Heroes et j'ai l'impression que la question qu'on peut se poser, c'est étant donné que tu connais si bien cet univers, cette série-là, on serait tenté, comme pas mal de rédacteurs, en fait, tu sais, quand on est rédacteur, on se dit, on est souvent amené donc à faire des critiques sur des jeux, ça c'est bien, ce point-là il était pas bien, les développeurs ils auraient dû faire ça. Ça paraît naturel quand on écrit, quand on critique des jeux, mais quand on passe justement de l'autre côté de la barrière entre guillemets, est-ce que c'est aussi facile que ça? Est-ce que déjà ton regard sur la série a changé parce que t'as été amené à bosser directement là-dessus? Est-ce que tu t'es servi aussi de tous ces feelings de die-hard que tu pouvais avoir, de die-hard fan, parce que tu connais la série, tu connais l'univers, tu connais le background? Est-ce que tu t'es servi de ça? J'imagine que ouais, mais tu vas nous expliquer comment pour bosser là actuellement chez Ubi. En fait, quand je suis arrivé sur le projet, il y avait le game design général du jeu qui était déjà posé. Donc j'ai pu apporter un regard un peu externe sur ça. N'ayant pas travaillé sur cette partie-là, en fait, j'avais pas d'affect par rapport à ce qu'il voulait faire en termes de game design, donc j'ai pu donner un feedback comme je l'aurais fait pour une critique de jeu finalement. Après, sur la partie sur laquelle j'ai travaillé, je suis pas sûr d'avoir autant de recul, mais donc voilà. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses. Une des contributions que j'ai eues sur Heroes 6, ça a été d'encourager Ubi à ramener certaines petites choses de Might and Magic
qui à mon sens faisait aussi le charme des anciens jeux et la particularité en fait de Might and Magic par rapport aux autres RPG. Donc l'aspect science-fiction ne reviendra pas dans Might and Magic puisque celui-là il a été enterré a priori pour de bon. Mais on fait pas mal de petits clins d'œil, de petites choses qu'on ramène, des artefacts qui étaient un peu légendaires et qui avaient disparu, qu'on retrouve dans Hero 6. Donc je pense que c'est assez cool pour les fans d'avoir telle épée emblématique, telle chose. Et puis, voilà, essayer de ramener un petit peu de ce feeling Might and Magic ton expérience en tant que fan, en tant que joueur, t'a servi au final pour ton travail. Est-ce que tu veux nous expliquer maintenant un petit peu comment tu es arrivé à travailler sur ce projet? En fait, je suis arrivé sur Hero 6, pas du tout pour mon travail en tant que rédacteur pour No Life ou pour IG, mais pour mon travail en tant que map designer amateur sur les Heroes, sur Heroes 2, 3, 4, 5. Et sur pas mal d'autres jeux, Warcraft 2, Warcraft 3, Starcraft. T'avais été repéré du coup par des gens chez Ubi? En fait, c'est assez marrant, c'est que quand Hero 5 est sorti, Ubi avait annoncé justement qu'ils repartaient sur il y avait un reboot de l'univers en fait. Moi qui étais très attaché à l'histoire des premiers Might and Magic, des premiers Heroes, j'étais un peu agacé. Mais plutôt que de juste aller faire du bashing sur les forums et de dire oh là là ça pue machin, je me suis dit puisqu'il y a un éditeur de niveau dans Hero 5, je vais faire une campagne qui sera la continuation en fait de l'ancienne histoire. D'accord. Et je ne sais pas qui ou comment a envoyé le lien vers ma campagne au producteur de Hero 5 chez Ubisoft, Fabrice Cambounet. Et en gros, un jour, j'ai eu la surprise de recevoir un mail donc de Fabrice qui disait « Hey, j'ai vu ta campagne et tout, c'est chouette, machin ». Et à l'époque, Ubi voulait encourager justement le développement de la communauté de fans avec ce qu'ils appelaient le sceau d'approbation. Ouais. C'était une espèce de tampon que tu pouvais mettre sur quand ton projet de fan était entre guillemets validé par Ubisoft. Ouais. Et en fait, donc j'ai eu le sceau d'approbation pour ma campagne, donc j'étais content. Et également, ma campagne est passée par le QA, les équipes de testeurs d'Ubi. Ouais. Qui m'ont fait un retour comme si c'était un vrai jeu finalement, des bugs qu'ils avaient repérés, des petits conseils. C'est comme un film Disney en fait. On a repéré ton truc, le mec t'as pas j'ai regardé ta carte, c'est bien ta campagne, c'est magique. Moi ça m'a vraiment surpris. Je pensais pas que, et je sais toujours pas qui a envoyé le lien finalement à Fabrice à l'époque. Merci à lui. Mystérieux, voilà. C'est ça. Et quelques mois plus tard, enfin à peu près un an plus tard, il y avait la deuxième extension de Hero 5 qui sortait, avec une méga collector box où Ubi voulait mettre une carte qui était en fait l'histoire de Dark Messiah, qui était le jeu d'action RPG qui était sorti un peu plus tôt, mais transposé en map de Heroes en fait. C'était un peu, si vous n'avez pas joué à Dark Messiah, vous pouvez quand même jouer à cette histoire, mais dans Heroes. Et pour X ou Y raison, Nival pouvait pas faire cette carte. Et ils ont cherché quelqu'un qui pourrait leur faire la carte, si possible pas trop loin des locaux d'Ubi et dans un temps assez court. Et ils m'ont demandé. Donc du coup, j'ai fait cette carte en une semaine. C'était le rush. Et à l'époque, sur cet add-on, c'était Erwan Le Breton qui était producteur, qui est maintenant producteur de Hero 6. Et à l'époque, il m'a dit, voilà, on est super content de ce que tu as fait. Et quand le jour où on développe Hero 6, peut-être qu'on te rappellera et qu'on te proposera quelque chose. Et donc j'ai été très surpris quand 2 ans plus tard, il m'a effectivement rappelé en me disant hey, on lance vraiment la production sur Hero 6. Est-ce que tu veux venir travailler sur le projet? Du coup, et quelle est la différence entre ton travail, toi, à un niveau personnel, donc à faire une campagne, etc., de ton côté chez toi, et le travail aujourd'hui chez Ubisoft, dans une grosse structure avec une équipe, sur le prochain jeu? La différence principale, c'est que quand tu fais un niveau ou une campagne toi-même, tu fais vraiment tout. Tu écris l'histoire, tu fais les persos, tu écris les dialogues qui se passent dans la map, tu sais exactement comment le level design va être fait, la balance de la map, tu la joues toi-même, tu la fais toi-même. Donc ça a été... il m'a fallu un petit temps en fait quand même d'adaptation pour m'habituer au fait que l'histoire, c'est pas moi qui allais l'écrire. J'ai quand même pas mal fait de feedback et il y a des choses dans le jeu où je sais moi que ça vient de moi, donc voilà, c'est ma petite fierté. Mais globalement, il y a un scénario qui était écrit par des auteurs dont c'est le métier.
Et moi, il fallait vraiment que je travaille avec eux et que j'adapte mes idées de level design pour que ça marche avec leur histoire. Et ensuite, tout en sachant que la map proprement dit, c'est pas moi qui allais la faire. Donc il fallait que je fasse un briefing suffisamment clair pour les vrais level designers de Black Hole, tout en leur laissant quand même un peu de latitude, parce que c'est pas drôle de faire un niveau de jeu où tu dois vraiment juste suivre un plan à la lettre et tu peux jamais t'amuser. Donc il y a quand même eu un petit temps. Ce qui est bien, c'est qu'on a fait les campagnes une par une, c'était grosso modo une par mois. On envoyait les briefings à Black Hole. Et donc les premières campagnes que j'ai envoyées en briefing, je suis revenu dessus à la fin parce que entre temps j'avais quand même appris pas mal de choses sur la méthode et sur le jeu lui-même. Donc voilà. Ok. Et du coup, est-ce que tu as eu l'occasion d'aller chez le développeur et comment se passent les relations de travail entre la structure française, donc avec les gens qui travaillent chez Ubisoft à Montreuil, et la structure de Black Hole? En fait, ça se passe plutôt bien avec Black Hole. C'est vraiment des gens sympathiques. J'y suis allé plusieurs fois. Ouais. C'est des gens qui sont vraiment... Ils sont où, juste pour rappel? Ils sont à Budapest, en Hongrie. Donc voilà. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, il y a pas mal d'anciens de Black Hole, les fondateurs de la boîte, qui avant ont bossé chez... Appaloosa Entertainment ou Interactive, la boîte de Ed Annunziata chez Sega, et donc qui ont bossé sur des jeux comme Mr. Bones ou Free Dirty Dwarfs, des jeux dont j'ai parlé dans Retro and Magic. Et donc c'était assez drôle de rencontrer des gens qui ont bossé sur ces jeux-là en fait, parce qu'apparemment Appaloosa bossait pas mal avec des développeurs hongrois. D'accord. Et il y a apparemment beaucoup de développeurs hongrois qui ont fait leur début dans cette boîte-là. Et donc c'est vraiment une équipe sympa, dynamique, et il y a toujours une bonne relation, un bon relationnel avec eux. Du coup, comment se passe l'échange quand toi tu travailles par exemple sur une map particulière et que tu envoies ensuite des recommandations, comment se fait le retour? Est-ce que tu as le retour directement dans le jeu que tu testes ensuite, ou est-ce que c'est un retour par téléphone, par mail, ou est-ce qu'il y a en fait encore d'autres échelons à franchir, d'autres tampons, et donc tu n'es jamais réellement en contact avec directement les développeurs? Comment ça se passe? Alors, en fait, il y a 3 étapes principalement. C'est j'envoie les briefings. Ouais. Ensuite, eux les lisent, m'envoient les questions immédiates qu'ils peuvent avoir, auxquelles je réponds par email. Ouais. Et ensuite, le développement d'un jeu, c'est toujours échelonné en milestones, où ils sont censés livrer tant de maps pour telle date, et ainsi de suite. Un peu comme des checkpoints, en fait, voilà. Donc à franchir dans le développement d'un jeu. Genre, pour le 15 mars, il faut que ça et ça soit intégré dans le jeu. Telle map soit au moins au niveau basique, telle autre map doit être décorée, telle autre map doit être finie, et ainsi de suite. Et donc, quand la milestone arrive, là, la map est plus ou moins implémentée. Donc, moi, de mon côté, je la rejouais, je refaisais des remarques, des choses, essayer de voir comment on pouvait améliorer certains points. Je me rappelle avoir fait à un moment donné un gros feedback où je prenais des captures d'écran de tous les coins de la map en leur mettant des signes 1, des petits 1, petit 2, petit 3, là rajouter ça, là changer ça, tout ça. Et j'y passais des heures et des heures. Et il y a eu quand même une phase où j'allais à Budapest en fait, et où j'avais l'occasion de discuter directement avec les level designers. Et pour voir eux les problématiques qu'ils avaient, parce qu'il y a des choses. En fait, quand tu briefes une map, tu dis là il y a tel en armée qui arrive comme ça, machin, tu te rends pas forcément compte que la complexité qu'ils vont avoir eux à scripter ce genre d'événement dans la map proprement dite. Donc eux me disaient là on s'est arrangé, on a fait comme ça. Est-ce que toi tu as plutôt une autre solution? Justement, alors, du coup, t'as dû te rendre compte des difficultés qu'il y avait dans tout le process de développement d'un jeu. Et c'est pour ça que moi je voulais aussi participer à cet Extra Life, parce que c'est ça qui m'intéresse, entre autres. Est-ce que du coup, ton regard en tant que rédacteur, parce qu'on sait que t'aimes bien, tu fais des critiques en règle générale, souvent pointues, poussées, tout ça. Est-ce que le fait d'avoir bossé là-dedans, d'avoir rencontré tous ces problèmes, est-ce que ça t'a fait prendre un petit peu de recul? Est-ce que maintenant t'es plus tolérant envers un jeu qui proposerait pas que du best-of en termes de game system? Est-ce que maintenant que t'es conscient en fait de la difficulté à développer un jeu, est-ce que pour tes futures critiques sur No Life ou sur IG,
tu seras un petit peu plus tolérant, un petit peu moins. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça t'a appris ça ou est-ce que tu fais complètement la différence Je pense que j'ai jamais été le plus cinglant en matière de critique. C'est Thierry, ça en général. Mais c'est clair qu'il y a plein d'aspects du développement d'un jeu dont on n'a vraiment pas conscience, ni en tant que joueur, ni en tant que critique. Là, on est en plein, par exemple, dans toute l'histoire de localisation. Et on se rend compte à quel point c'est compliqué, qu'on a des tableaux Excel qui indiquent tous les termes qui apparaissent dans le jeu. Le truc, il fait 9000 cellules, sachant qu'une cellule, ça peut être un mot, comme ça peut être un paragraphe de 30 lignes. Et on est obligé de coordonner, bien s'assurer que dans le jeu, le texte a été bien remplacé par le texte relu et tout. Enfin, on se rend compte que il y a toute une partie du travail qui est juste tentaculaire. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui se rendent compte, en fait. Moi, comme d'autres, j'ai tendance à pointer les fautes d'orthographe quand j'en trouve dans les jeux vidéo. Et maintenant, ça, c'est un truc que je ne ferai plus, par exemple. Parce que je me rends compte que quand tu as un tableau Excel avec 9000 cellules bourrées de texte, de temps en temps, il y a une faute de frappe qui passe, Ouais, bien sûr. Évident, tu vois. Mais bon, en même temps, tu payes ton jeu 70 €, t'as envie d'avoir une trad correcte, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Donc, même si, effectivement, derrière, ça représente un travail de fou, un truc qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de compétences, à la fin, le joueur, l'utilisateur, lui, il en a un petit peu rien à foutre de toutes les difficultés que l'équipe a rencontrées, tu vois. C'est juste le fait de l'avoir vécu. Fait qu'effectivement, ça c'est un point sur lequel je me sens plus indulgent maintenant. D'accord. Typiquement. Du coup, je pense que nous, c'est vrai qu'on a la chance en fait de très souvent, donc on fait des critiques de jeux sur No Life évidemment, mais on a également l'occasion à de multiples reprises de rencontrer les développeurs de jeux et donc ils ont l'occasion ou alors directement d'aller faire des visites dans des studios de développement et on s'aperçoit un petit peu du travail et la dimension humaine de ce travail. Et c'est vrai qu'on se détache un petit peu de l'objet final en ayant conscience en fait de l'ensemble de la production du jeu et de ce que ça signifie. Et donc clairement, genre ce qu'on se force à le faire, et il faut le faire sur les critiques pour No Life, c'est toujours de critiquer le jeu, mais pas les gens derrière le jeu. Parce que le travail est énorme, les contraintes sont parfois pas toujours évidentes à gérer. Et d'ailleurs, j'avais une question là-dessus. Est-ce que du coup, tu as ressenti, en fait, on parle très souvent du stress lié au milestone, donc le fait de devoir finir à une date précise, c'est comme un bouclage. Est-ce que tu l'as ressenti toi je sais que tu as dû le ressentir de temps en temps avec No Life, est-ce que tu l'as ressenti également sur ton travail sur le jeu? Alors du fait que moi je suis vraiment dans l'équipe de production et pas dans l'équipe de développement, je pense que je l'ai moins ressenti que nos pauvres amis de Black Hole qui, je pense, ont dû maudire notre nom sur cette génération à plusieurs reprises. Mais il y a quand même eu des moments, ce qu'on appelle le crunch time, où c'est jusque tard dans la nuit, on s'envoie des mails parce qu'il faut que tel truc soit bouclé pour le lendemain, parce qu'il y a le press tour la semaine suivante ou des choses comme ça. D'accord, façon No Life, quoi. Et d'ailleurs, ça n'a pas complètement réussi puisque le jeu a été repoussé légèrement, il me semble. Oui, le jour de tournage de cette émission, on a annoncé que le jeu sortirait finalement le 8 septembre. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, toi, du coup? Je pense que c'est une bonne chose, ouais. On aurait pu le sortir en juin, on aurait eu un jeu correct, voire bon. Tu sais que ça a commencé comme ça, Duke Nukem Forever. I'm just saying. Non, mais là, on a quand même une date, tu vois. C'est pas when it's done. Mais à un moment, on s'est dit, on a eu les premiers playtests avec en fait, on a un forum de fans on a surnommé les fans VIP. C'est 25-30 fans qui sont les leaders des communautés et tout, avec qui Ubisoft travaille depuis Hero 5. D'abord, c'était en sous-marin, c'était pas très officiel. Là, maintenant, il y a un forum, tout le monde est au courant que ce forum existe. Et on leur a fait jouer à des premières versions du jeu, on a pris leur retour. Et le retour qu'ils nous ont fait, c'est qu'on voit que le jeu a beaucoup de potentiel, mais clairement, il a besoin de beaucoup de polish. Donc à un moment donné, on s'est tous assis autour d'une table et on s'est dit bon. Donc là, la décision vient un petit peu de la prod en fait d'Ubisoft même, et pas du développeur. Le développeur dit au secours, et vous validez ensuite cet appel au secours. Le développeur, Black Hole, ils nous ont toujours dit, ils ont toujours été très clairs en tout cas sur le fait que ils pouvaient finir pour juin, mais que eux, par rapport à la qualité qu'ils veulent dans le jeu, ils préféreraient que ça soit septembre. Bien. Donc nous on a pris en compte cet argument-là, mais évidemment il y a aussi des arguments de plan marketing, de fenêtres de sortie par rapport à la concurrence et tout. Enfin il y a beaucoup de paramètres, de points de vue qui sont impliqués dans ce genre de décision.
Et puis finalement, on a décidé de sortir le jeu en 8 septembre. J'ai une autre question, une question un petit peu bête, un petit peu fan. Très souvent, lorsqu'on est fan d'une série, tu as dû ressentir ça à plusieurs moments, quand on fait la critique d'un jeu qu'on aime beaucoup, on essaye de pas trop faire les avant-premières. On essaye de pas trop faire les présentations du jeu pour pas se spoiler. Ouais. Mais toi, c'est encore pire, quoi. Tu travailles sur le jeu, donc t'es plus que méga spoilé, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui te travaille un petit peu, ça, ou au final, la satisfaction de participer à une série que tu aimes. Est-ce que le kiff est plus grand? Le kiff de participer à ça est plus grand que le kiff que t'aurais pu ressentir en ayant un truc nouveau en jouant, tout simplement? En fait, c'est assez marrant parce que je pense que les Heroes 2, c'est peut-être le premier jeu sur lequel j'ai fait des maps en tant qu'amateur. Et c'est assez drôle de se dire que là maintenant je travaille pour de vrai sur Heroes 6. Donc, quelque part, ça... En fait, c'est bizarre, j'y pense pas. Je pense que je découvrirai le jeu finalement complètement fini, et ça sera un peu une redécouverte, même si je sais un peu ce qu'il a dans les boyaux, dans les entrailles. Le scénar, tout ça, tu connais. Voilà, je sais comment connais, ça se termine. Je pense qu'il y aura j'aurai quand même du plaisir à le faire en entier, ne serait-ce que... Tu vas le faire, c'est marrant, parce que moi, très souvent, en discutant avec les développeurs qui ont passé genre 3 ans sur un jeu, tu leur demandes s'ils ont joué genre récemment à des jeux auxquels ils avaient participé il y a des années, ils sont là genre non, je peux plus, j'ai trop joué, quoi. J'ai joué mais comme genre pendant des jours et des jours, des nuits complètes, je peux plus, quoi. Overdose. Et toi, tu me dis que tu vas quand même y jouer. Oui. Disons que je vais y jouer parce que déjà pour voir les points qu'on pourrait améliorer dans... Avec un œil professionnel, quand même. Dans d'éventuels add-ons ou suppléments qui prendront la forme qu'ils prendront, parce qu'à l'heure actuelle, la discussion, c'est finissons Heroes 6 et on verra ensuite. Mais il y a ça, et puis tout simplement, j'aime le gameplay d'Heroes, même si effectivement il y a des maps dans le jeu que j'ai trop faites. Donc celles-ci vont un peu me saouler, je pense, de les refaire une énième fois. Mais il y en a d'autres je sais qu'elles sont vraiment chouettes, et que les refaire une fois le jeu fini, avec tous les pouvoirs à implémenter, toutes les créatures, tous les décors, tous les trucs, je sais que je vais y prendre du plaisir en fait. Okay. Alors par contre, je t'annonce, sans trop m'avancer, mais je pense être sûr de moi, je t'annonce que ça sera pas toi qui fera la critique sur No Life. On va désannoncer dessus le truc, on va genre au cas où sur les forums, etc. Évidemment. On fait, évidemment, Julien va pas critiquer le jeu, donc ce sera quelqu'un de complètement extérieur, ça, on fait ça naturellement. C'est vrai qu'à partir du moment, d'ailleurs, c'est même le cas lorsqu'on suit énormément un jeu, genre moi j'ai beaucoup suivi Call of Eden, il est hors de question que je fasse la critique. Il faut que ce soit un regard complètement extérieur, et je pense que ça permet justement d'enrichir le contenu, en fait, de présentation des jeux sur la chaîne, de manière à vraiment avoir plein de points de vue, et de casser quelque chose, quoi. Quand on s'attache à un projet, il faut vraiment faire en sorte que la critique finale, ce soit quelqu'un qui a un regard neuf, complètement extérieur. Donc évidemment. Ouais. Enfin, après, il y a 2 écoles, mais ça peut faire le sujet d'une autre discussion dans Extra. Je veux dire, moi, Dragon Age, j'ai suivi beaucoup, et du coup, le 2, ça m'a pas empêché de le tailler. C'est vrai. Mais peut-être qu'il y avait beaucoup de feeling, il y avait peut-être un peu trop de feeling, et là, en l'occurrence, ton implication dans ce Heroes-là, il y aurait bien trop de feeling pour que tu sois objectif, même si tu as des qualités dont on a souvent parlé sur la chaîne, Julien. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec nous un petit peu de ton travail chez Ubi. Merci d'avoir proposé. Merci Médoc de ta participation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans une petite semaine pour un nouvel Extra Life.